Aujourd'hui, on va mettre en application les lois de base de l'électricité présentées dans la vidéo précédente pour arriver à l'équation différentielle d'évolution d'un circuit et on va donner une méthode pour résoudre une telle équation différentielle. Commençons par regarder le système. On considère un générateur de force électromotrice E en série avec une résistance petit r, le tout branché sur un condensateur de capacité C en parallèle avec une résistance grand R. On va chercher à connaître l'équation qui régit l'évolution de la tension U aux bornes du condensateur, qui est aussi, par définition, celle aux bornes de la résistance grand R, puisque les deux sont en parallèle l'un de l'autre. Dans tout problème électrique, comme en mathématiques d'ailleurs, il faut nommer pour régner. C'est-à-dire que le premier réflexe doit être de définir et nommer les quantités inconnues. En plus de la tension U aux bornes du condensateur, qui va être notre intérêt principal, on a aussi la tension U petit r aux bornes de la résistance petit r, ainsi que les courants, celui qui traverse le générateur et petit r, que l'on va noter I, celui qui traverse la résistance grand R, noté I grand R, et celui qui traverse le condensateur, noté IC. Notez que l'on a pris garde à tout mettre en convention récepteur, c'est-à-dire avec les flèches des tensions et courants en opposition pour chaque dipôle, sauf pour le générateur, naturellement en convention générateur. Une fois les noms déposés, il ne reste qu'à écrire les différentes lois du circuit, dans un premier temps sans réfléchir à comment les utiliser. On dispose de deux lois d'Ohm. U petit r, la tension aux bornes de petit r, est égale à R fois I, car petit r est traversé par le courant I en convention récepteur. Et U est égal à grand R fois I grand R, puisque c'est bien IR qui traverse la résistance grand R, dont la tension à ces bornes vaut U. Il y a aussi la loi du condensateur, qui relie IC, le courant qui traverse le condensateur, à U, la tension aux bornes du condensateur, sous la forme IC qui est égale à CdU sur dt. C'est tout pour les dipôles. Il reste à écrire la loi des mailles, E égale U petit r plus U, ainsi que la loi des nœuds, I qui rentre dans le nœud du haut, est égal à IR plus IC, puisque ces deux courants en ressortent. Vous voyez que j'ai utilisé un code couleur. Vert pour la variable que l'on recherche, rouge pour les variables inconnues et noir pour les données du système. Le but est d'exprimer chaque variable rouge en fonction uniquement de vert et de noir, et naturellement l'équation qui restera en remplaçant tous les rouges ne fera plus intervenir que le vert que l'on pourra alors isoler au profit du noir. Si vous êtes intéressé par une formalisation de cette méthode, que j'ai baptisée méthode des gentils et des méchants, vous pouvez voir dans la vidéo qui apparaît à l'écran ou dans le lien en description. De notre série de 5 équations à 5 inconnues, que sont U, U petit r et les trois courants, on voit que I grand R et IC s'expriment gentiment en fonction de U. On peut donc remplacer dans la loi des nœuds pour aussi obtenir petit i en fonction de U. Finalement, remplacer I dans la loi d'Ohm restante pour avoir U petit r, et il ne reste qu'à remplacer l'expression de U petit r dans la loi des mailles pour obtenir une équation qui ne fait plus intervenir que du U, la fameuse équation différentielle d'évolution de cette tension U. Bon, et maintenant, on voit que la variation de la fonction U est déterminée par la valeur de U elle-même. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. On ne va pas développer ici toute la théorie de résolution de ces équations différentielles, là encore un lien en description pour ceux qui seraient intéressés, mais vu la forme de l'équation, du premier ordre, c'est-à-dire avec juste une dérivée première, linéaire, U apparaît toujours tout seul, et à coefficient constant et second membre constant, on va chercher une solution sous la forme U de t qui va valoir A plus B exponentielle alpha t, avec A une constante, B une autre constante et alpha aussi une troisième constante qu'on va essayer de déterminer en fonction de cette équation différentielle. Avec une telle forme, la dérivée s'écrit simplement du sur dt qui vaut alpha fois B exponentielle alpha t, puisque le grand A étant une constante se dérive en 0. On remplace dans l'équation différentielle et en rassemblant les différents termes, on doit avoir E, une constante, qui est égale à petit r plus grand R le tout sur R fois A, une autre constante, plus B exponentielle alpha t, une fonction du temps en facteur de R plus grand R sur grand R, plus alpha petit r fois C. Comme le membre de gauche est constant, il faut que le membre de droite le soit aussi, ce qui implique que la grande parenthèse est nulle puisque la fonction exponentielle varie, à condition bien sûr que alpha soit non nul, mais je vous laisse vérifier qu'à ce moment-là, sauf condition initiale très particulière, on aurait une absurdité. Ainsi, cela donne une première contrainte sur alpha qui doit valoir moins 1 sur tau, si on pose tau qui vaut petit r fois grand R sur grand R plus petit r, le tout fois C. Maintenant qu'on est débarrassé du terme en exponentielle, il faut que le terme de droite soit égal au terme de gauche, ce qui impose la valeur de grand A. On trouve grand A qui vaut grand R sur grand R plus petit r, le tout fois E.
Ainsi, avec la forme choisie pour la solution, on n'a guère le choix des valeurs de A et de alpha, et U s'écrit grand R sur grand R plus petit r fois E, plus B exponentielle moins T sur taux, où taux vaut petit r grand R sur grand R plus petit r, le tout fois C. Seule la constante B est libre, et le problème physique, en imposant la valeur à l'instant t égale 0, permettra de déterminer ce B. Je vous laisse vérifier que si on note U indice 0 la valeur de U en 0, alors la solution va s'écrire U indice 0 exponentielle moins T sur taux, plus R sur grand R plus petit r fois grand E, le tout facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. En fait, on part de U0 et on tend gentiment vers la tension grand R sur grand R plus petit r fois E, qui ressemble fortement à la formule du diviseur de tension, ce qui n'est d'ailleurs pas très étonnant quand on y pense, puisque le condensateur, quand il est chargé, c'est-à-dire quand sa tension tend vers une constante, n'est plus parcouru par aucun courant, celui-ci étant proportionnel à la dérivée de la tension. Le circuit se réduit donc à deux résistances, grand R et petit r, alimentées par un générateur de force électromotrice grand E et se partageant la tension selon la loi du diviseur de tension. On retrouve bien grand R sur grand R plus petit r fois E aux bornes de grand R et donc aux bornes du condensateur.